Lieutenant-colonel X avec Jacques Léger, mission et méthode technique spéciale des services secrets au XXIe siècle, contre-espionnage, sécurité intérieure, manipulation, guerre de l'information, révélation d'un cadre des services secrets. Sommaire, avant-propos, introduction, rôle connu et méconnu des services secrets, les missions du XXIe siècle, sources humaines, organisation, hiérarchie des services secrets et de leur réseau, de la source inconsciente au cadre des services secrets, la vie de l'employé des services secrets, la vie de l'agent clandestin, profil des recrues, l'avocat, le psychiatre, pilier des services secrets modernes, méthode de surveillance, méthode de recrutement et de formation, le contrôle des sources et des correspondants et leur manipulation, la manipulation des individus, les méthodes modernes d'élimination des individus, l'élimination sociale, l'élimination physique, du contre-espionnage à l'intelligence domestique, influence, la manipulation des groupes d'individus, influence et contre-influence. Ça veut dire propagande blanche et propagande noire, de l'usage et de la surveillance de la culture, de l'usage et de la surveillance des médias de masse, de l'usage et de la surveillance de l'Internet. Conclusion, service secret, monde sans loi. La dernière fois, je vous ai lu l'avocat, le psychiatre, pilier des services secrets modernes. Je vous ai lu les manipulations des sources et correspondants, contrôle des sources correspondants et leur manipulation, la manipulation des individus, méthode moderne d'élimination sociale, où ça parle de harcèlement organisé, élimination sociale qui comprend l'harcèlement, le sabotage, on te coupe tes moyens de vivre, on sabote ta carrière, etc. L'élimination sociale, il parle des armes bactériologiques, d'autres armes, des poisons. Il parle aussi de l'utilisation des indices aussi pour pousser une cible au suicide ou à la violence. Cette fois, je vais vous lire le dernier chapitre. Conclusion. Service secret, monde sans loi. Service secret, monde sans loi. Les non-initiés est certainement surpris de ce que ce livre lui a appris, voire il demeura sceptique, ce qui est aisément compréhensible. Cela tient essentiellement au fait que les mots service secret et agent secret sont populairement et à tort pris comme des synonymes de service d'espionnage et espion. Nous l'avons vu dans l'introduction de ce livre, puis nous l'avons compris à la lecture des chapitres suivants. La mission d'espionnage à l'étranger strictement parlant, à laquelle il faut tout de même ajouter l'influence, la propagande, le sabotage divers, n'est qu'une partie de la mission des services secrets. La définition des services secrets proposée par Wikipédia est assez juste du point de vue d'un professionnel de cette activité. C'est un service secret et caractérisé par le secret, notamment le secret d'État, qui entoure son organisation, ses activités, voire la nature de ses activités. Cette expression neutre est employée pour des organisations dont le secret ou la nature controversée des activités rend difficile d'autres désignations plus précises. Services de renseignement, police secrète, police politique. De nombreux États ont fait usage des sociétés secrètes dans leurs services secrets. Services secrets
peut aussi être une mauvaise traduction de United States Secret Service, agence des États-Unis chargée de lutter contre la fausse monnaie et de protéger le président. L'auteur de cette définition pouvait difficilement utiliser un autre mot que police pour le rendre aussi clair et en aussi peu de mots. Il n'y a rien à redire à ce propos. Cependant, le citoyen ordinaire qui se trouvait subitement plongé dans le monde des services secrets ferait immanquablement remarquer que la perception qu'il a toujours eue de ce qu'est la police s'applique bien mal aux services secrets. Est-il nécessaire de le rappeler? Contrairement à cet agent de l'État que l'on appelle un policier, l'agent secret travaille toujours en marge de la légalité. Et c'est uniquement pour cette raison qu'il est secret, tout comme on doit le rester tout ce qu'il fait. Certes, l'officier de police et le gendarme sont parfois amenés à accomplir des actes que la loi qu'ils sont justement chargés de le faire respecter condamne ordinairement et fermement. Nous l'avons vu, mais ces actes ne sont que ponctuels et beaucoup de policiers n'ont jamais été contraints d'y recourir. On pourrait alors dire que l'agent secret, s'il doit être assimilé à un policier secret, est un ripou dont la malhonnêteté ne profite qu'à l'État, ce qui serait plus exact que policier tout court, excepté que le ripou a encore le droit de faire usage de son statut de policier pour procéder très officiellement à des interpellations, ce que ne peut faire l'agent secret puisqu'il n'a aucune existence officielle légale. Il n'y a guère que la franche dictature, celle qui n'ont cure d'être présentée comme telle, qui donne à leur agent secret le pouvoir d'interpellation arbitraire dans cet autre cas. Mais ces faits amènent sans doute le lecteur à se demander, avec raison, par quel tour de passe-passe psychologique les employés et agents des services secrets parviennent à concilier l'obligation d'avoir à violer quotidiennement les lois, elles-mêmes largement basées sur les principes moraux les plus élémentaires de toute société, dans une majorité de cas, et la revendication d'une noble mission pour les services d'un pays, c'est-à-dire pour protéger une nation qui les respecte. Point d'interrogation. La réponse est qu'il n'y a pas de tour de passe-passe psychologique, pas de truc, juste l'argument brut, totalement arbitraire de la raison d'État, qui, faute de plus ample précision, peut être revendiquée autant par les plus brutales des dictatures que par les plus tolérantes des apparences de démocratie. Tout ce qui a pu être fait de plus discutable dans la Russie de Staline, dans l'Allemagne de Hitler, et qui est fait en ce moment même dans la Corée du Nord de Kim Jong-un, l'a été et l'est toujours au nom de la raison d'État. La raison d'État ne vient pas expliquer rationnellement, du point de vue de celui qui prétend être respectueux des droits fondamentaux de son prochain, comme des siens propres, des actes qui, à partir de là, ne révèlent plus que de la franche barbarie. C'est ce qui vient d'être démontré ici n'a vocation que d'aider le lecteur à mieux comprendre et surtout admettre ce qui va maintenant lui être expliqué. L'agent secret n'est pas un policier secret, ni même un ripou, mais aussi que beaucoup l'ont également nommé un guerrier de l'ombre, de point de vue formel de la politique, du rôle du guerrier. Le rôle du guerrier ou du soldat, si on préfère ainsi le nommer, n'est que le prolongement de la politique par d'autres moyens, comme la stratégie prussienne. Karl von Clausewitz fut le premier à expliquer formellement. Mais il faut encore se garder d'une autre assimilation hâtive. De nos jours, guerrier
n'est pas un synonyme de soldat au sens noble qu'aucuns veulent parfois donner à cet autre mot. Nous verrons bientôt pourquoi ou si nous devons parler de soldats, il nous faut alors renoncer à toute notion de noblesse en raison de ce qui a été expliqué plus haut, car historiquement les États, les princes, les rois, les empereurs n'ont qu'exceptionnellement accordé de la vertu à leurs soldats. Le soldat est entretenu par l'État dans le seul but qu'il se montre capable de blesser, de tuer, de torturer, de plier, de dicter des règlements arbitraires au peuple vaincu. Les populations civiles sont rarement épargnées. Le soldat est le paradoxe de l'État qui s'élève contre la peine de mort, et que dire du soldat de l'ombre de ce même État lorsque celui-ci tue le civil en temps de paix? Point d'interrogation. L'agent secret s'affranchit des valeurs morales de la société, non pas parce qu'on lui donne l'ordre de le faire, mais parce qu'il n'a pas été attaché avant son recrutement, tout comme il n'est pas attaché à sa liberté. Le lecteur non initié ignore certainement que presque tous les services secrets se montrent réticents au moment de faire un honnête homme l'un de leurs agents. C'est aussi pourquoi ils s'efforcent à faire trébucher leur recrue. La recrue ne peut devenir un agent tant qu'il n'a pas commis de faute, à tout le moins celle d'avoir abandonné la liberté. De cet acte, un maître chanteur. Une lecture attentive des œuvres de Nicolas Machiavel suggère fortement que les agents secrets chargés de harceler pour des motifs d'ordre politique existaient depuis longtemps déjà au XXe siècle. Frédéric II de Prusse était tout le contraire d'un politicien fat et incompétent. Il exprimait aussi ostensiblement que possible son amour et sa reconnaissance pour les soldats de son armée. Nous étions pourtant à une époque, le milieu du XIXe siècle, où depuis longtemps déjà les soldats étaient universellement méprisés parce qu'ils étaient tenus pour des gens sans manière, de simples mercenaires, lorsque la populace ne les traitait pas de misérables. Quant à ces agents secrets, le roi de Prusse ne pouvait concevoir qu'ils soient autres hommes que des militaires de barons et de simples agents de la police, parce qu'il considérait que seuls les gens sans éducation pouvaient s'acquitter sans état d'âme d'aussi basse besogne. Au début du XXe siècle en France, l'armée était considérée comme une sorte de prison qui permettait de garder les soldats ordinaires par les moyens de la menace et de la punition. Les soldats étaient l'allié de la société de cette époque. Les élites politiques considéraient que de tels individus ne pouvaient faire s'améliorer cette société qu'en la quittant. À la fin du XIXe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, oui, l'écrivain et essayiste irlandais Jonathan Swift, 1667-1747, décrivait les soldats dans ses célèbres voyages de Gulliver comme des énergumènes à peine civilisés. L'historien militaire anglais Sir John Fortescue 1859-1933 explique lui aussi dans son histoire de l'armée britannique que les armées au XIXe, XXe siècle étaient l'allié de la nation.
Un autre historien militaire français, celui-ci, faisait remarquer que l'armée du XXe siècle pouvait être comparée à un courant qui emporte toutes les impuretés du corps social. Ce n'est qu'à partir du XXe siècle, à la suite de la guerre 19e siècle, oui, ou XXe siècle, à la suite de la guerre de 1870 en France et en Allemagne, simultanément, que les élites politiques songèrent à valoriser l'image du soldat, à faire du soudard un héros qui devait être respecté par la population, car la société n'était plus en mesure de fournir assez de vauriens pour faire la guerre. En 1793, la Convention française avait déjà décrété la levée en masse, dans la condition stipulée des hommes célibataires ou veufs âgés de 18 à 25 ans. Il faut dire que les guerres d'avant la Révolution française, c'est-à-dire d'avant l'événement de l'État-nation, étaient que des conflits entre princes et rois. Elles devinrent après cela des guerriers totales entre les peuples qui concernaient les esprits de chaque citoyen. On commença alors à parler à l'approche de la Grande Guerre de 1914, de notions valorisantes pour le soldat telles que mort pour la patrie ou mort au champ d'honneur. Toute une imagerie montrant le soldat mourant dans les bras d'un ange ou de la Vierge apparue. C'est celle-ci qui inspira peu après les sculpteurs des premiers monuments aux morts et aux cimetières militaires. Mais les soldats de l'ombre, que sont les agents secrets, ne furent jamais réhabilités aussi officiellement que des soldats ordinaires. Tout au plus quelques romanciers, qui furent d'ailleurs eux-mêmes des agents secrets, en furent des aventuriers courageux et patriotes, et encore, à la seule fin, dans le cas des écrivains Paul Dévoy et Gaston Leroux en particulier, de faire du prosélytisme, car dans les faits, il est bien exact que les agents secrets ne sont jamais élevés jusqu'en cette année 2013, beaucoup plus haut que ce qu'étaient les soldats de l'armée du XVIIIe siècle. Comment le pourrait-il, de toute façon, étant donné la nature toujours illégale et ammorale de leur mission? Toujours dans les faits, un service secret moderne est constitué d'un large groupe d'employés et aussi de ses collaborateurs que sont les agents et les contacts et dont les actions sont dirigées et supervisées à bonne distance par une petite minorité de cadres. Le tout forme une véritable armée de l'ombre. Cette métaphore est recevable. Les services secrets français et russes, par exemple, se distinguent par un mode de fonctionnement très proche de celui de la résistance durant la Deuxième Guerre mondiale. Bien peu de ces gens savent exactement qui est qui fait quoi, c'est-à-dire le cloisonnement. Et ceux-ci doivent se méfier en premier lieu de la population de leur propre pays. N'en déplaise aux premiers intéressés, le système hiérarchique et le recrutement de cette armée sont en tout point similaires à ceux des armées des monarchies. Il s'agit d'une société à seulement deux classes, la noblesse des cadres d'un côté, qui a le privilège de ne pas avoir à effectuer des basses besognes, et la piétaille de l'autre côté, dont un large groupe n'a été recruté que pour s'en charger. D'ailleurs, la plupart des services secrets occidentaux ont étendu depuis au moins la fin du Deuxième Guerre mondiale la définition de la recrue de l'individu de petite moralité à l'individu faible,
c'est-à-dire à celui dont la seule faute peut être de mal s'adapter aux exigences de la société contemporaine. Échec scolaire, universitaire, échec professionnel répété, surdoué, impossible à caser. Car si ce dernier ne s'adapte pas et ne sert pas la collectivité des gens ordinaires, il faut bien qu'il finisse par se rendre utile d'une manière ou d'une autre, pour ne pas demeurer éternellement un problème, ou plus exactement un parasite. Dans le cas de quelques pays, cet élargissement des conditions de recrutement prend les proportions d'une véritable levée en masse grâce à une étroite association entre l'implication politique ou l'idéologique et l'acte de dénonciation ou d'espionnage gratuit et spontané pour un service secret qui ne veut même plus s'identifier comme tel. Le lecteur qui a un peu de mal à comprendre ces dernières descriptions est invité à s'intéresser à Komintern soviétique, une organisation qui se présentait comme politique mais qui entretenait des réseaux d'agents clandestins qui, sans appartenir au service secret soviétique d'un point de vue formel, se livraient à des actions d'espionnage, de propagande noire, de désinformation, de sabotage, même d'élimination physique. Il était alors extrêmement difficile pour le non-initié d'être en mesure de définir la frontière entre agent du Komintern et un agent des services secrets soviétiques, puisque les deux fonctionnent à peu près de la même manière. À l'étranger en particulier, se consacraient à des tâches et à des missions identiques et servaient les mêmes objectifs. L'agent du Komintern pouvait devenir un agent des services secrets soviétiques, mais cette transition n'était pas vraiment nécessaire puisqu'il ne était que la forme. Remarquablement, les films que l'on peut qualifier de propagande pour les services secrets de quelques pays occidentaux insistent souvent sur la moralité de la recrue et présentent alors cette condition comme un clin d'œil qui semble toujours être adressé au seul initié. Le grand public, lui, ne peut guère y voir qu'un ingrédient de l'action. Voici quelques exemples choisis parmi les plus frappants. Dans les films français Nikita par Luc Besson, sorti en 1990, l'héroïne, une délinquante, une toxicomane à la dérive avant d'être recrutée par les services secrets français. Dans un autre film français titré Secret Défense par Philippe Haïm, sorti en 2008, l'héroïne, encore une femme, ce n'est pas anodin, mais pour d'autres raisons que nous avons évoquées. Une jeune femme étudiante qui se prostituait pour vivre avant d'être recrutée par les mêmes services secrets. Dans le film Spy Game par Tony Scott, sorti en 2001, les héros est un simple soldat tueur de sang-froid avant d'être recruté par la CIA. Dans le film Le Commando de Sa Majesté 1980, les 12 salopards, les canons de Navarone 1961 et quelques autres. On trouve encore des criminels, des gens de petite moralité ou à la dérive qui sont recrutés par les services secrets. Encore une fois, toutes ces récurrences ne sont pas fortuites et d'ailleurs les trois derniers films cités sont des adaptations cinématographiques romancées de faits qui sont réellement produits. Les séries des James Bond qui sont ensemble, dans son ensemble a énormément popularisé l'agent secret, n'en a rien fait un modèle de héros vertueux. James Bond tue de sang-froid, il a un cœur d'artichaut qui l'empêche de s'exprimer de l'amour pour qui que ce soit. Il est, en dépit de ce que pourrait suggérer quelques apparences de richesse, un sans domicile fixe, corvéable à merci,
tout comme le sont la plupart des héros de bande dessinée contemporains qui, eux non plus, ne semblent jamais avoir droit au moindre retour de la part de la société qu'ils protègent. Le lecteur aura peut-être remarqué cette coïncidence. Le personnage de James Bond échappe à la morale de toutes les fictions. Ce fait a été révélé par le professeur Paul Bloom, enseignant que la psychologie et des sciences cognitives à l'université de Yale et co-éditeur de la revue Behavioral and Brain Science. Voyons l'analyse que l'on a faite dans le contexte d'une introduction à la psychologie dont l'université de Yale a fait la promotion dans le monde entier. Il y a une maladie mentale, une forme extrême et particulière du désordre de la personnalité qui se manifeste par la violence, qui est connue sous le nom de désordre de la pédocriminalité. Non, désordre de la personnalité antisociale. Certains l'aperçoivent comme une perversion morale, une perversion narcissique. On la nomme souvent psychopathie. Quelques personnes font une distinction entre psychopathe et sociopathe. Dans le contexte de mon exposé, je ne vais pas le faire. Je vais donc employer le mot psychopathe. Typiquement, les psychopathes sont des hommes. On les définit comme égoïstes, brutaux, impulsifs et comme des personnes qui ne s'attachent pas affectivement. Ils multiplient les aventures sexuelles lorsqu'ils le peuvent. Ils semblent incapables d'aimer, d'être fidèles et loyaux et de prouver les sentiments normaux et ordinaires de paternité familiale et d'affection. Ils se trouvent impliqués dans toutes les sortes de problèmes parce qu'ils s'ennuient très facilement et sont constamment en quête de sensations. Maintenant que vous avez eu une idée de ce genre de personnalité, vous devez vous dire que cela ne suffit peut-être pas à en faire quelqu'un de désagréable que vous n'aimez pas, que vous n'aimeriez surtout pas rencontrer. Vous vous regarderez de vous laisser aller jusqu'à penser qu'un type ayant ces traits de caractère est un psychopathe et à la comparer à Hannibal Lecter. Et pourtant, le plus célèbre des psychopathes, bien sûr, est James Bond. Dans les films où James Bond est incarné par l'acteur Sean Connery, il a bien et il a alors vraiment tous les symptômes de la psychopathie. Les acteurs Roger Moore et Timothy Dalton ne lui ont pas donné cette personnalité. Je pourrais faire un cours entier sur ce seul sujet. Peut-on vraiment parler de maladie mentale? Les choses ne sont pas aussi simples. La psychopathie fait partie des cas épineux de la psychiatrie, car les psychopathes n'éprouvent pas le besoin de se faire soigner. James Bond ne se présenterait jamais auprès d'un thérapeute pour dire j'ai un problème avec les femmes, je suis instable, je suis un vrai nomade. Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à me fixer sur quelque chose, à m'attacher à un partenaire ou à avoir une vie, d'avoir des enfants? Non, les psychopathes n'ont pas de problème avec tout ça. Les gens équilibrés ne supportent pas le manque d'attache et d'instabilité. Mais voilà, ce n'est pas suffisant pour imposer un traitement ou une surveillance aux psychopathes. De plus, beaucoup de psychopathes s'en sortent très bien dans la vie. On les prend souvent pour des bâtons. Dans ce cas, en raison même de leur personnalité. Le cas de Warner Stiller, ex-cadre de la Stasi, les services secrets est-allemands, nous révèle une personnalité très fréquemment rencontrée chez les agents secrets. Au siège de la Stasi, Warner Stiller était employé au département chargé de l'espionnage à l'étranger. Il était spécialisé dans les domaines
du nucléaire et de l'espace. Cet homme s'était marié à une femme assez jolie et le couple a eu 2 enfants. Mais Steller devient bien vite infidèle. Il eut une maîtresse régulière dont il semblait être tombé amoureux. Lorsqu'il décida de fuir à l'ouest, il impliqua sa maîtresse dans son projet, ce qui fit courir de grands risques à cette dernière, bien qu'elle n'eût rien à voir avec la Stasi, ni avec les activités d'espionnage en général. Les 2 amants réussissent à passer à l'ouest, où ils se livrèrent à la CIA. Steller avait juste embrassé ses 2 enfants le soir qu'il allait procéder à sa fuite, sans rien leur révéler de son projet. Mais peu de temps après cela, durant la période de son débriefing, alors qu'il rencontra une jeune femme en faisant de la planche à voile sur un lac en Allemagne de l'Ouest, Steller rompit aussitôt avec sa maîtresse pour vivre une aventure avec une inconnue. Ce fut un drame pour la maîtresse de Steller, qui venait tout juste de fuir son pays par amour pour lui. Il n'avait aucun moyen de subsistance ni logement. Elle se trouvait sans avenir et sans aucune possibilité d'aide, puisque n'ayant jamais travaillé pour la Stasi ni pour aucune administration est-allemande importante, Steller ne semblait pourtant en avoir cure. De son point de vue, il était simplement passé à une autre étape de son existence. La CIA ne manqua pas de remarquer ce trait de la personnalité de son transfuge. Elle lui offrit une seconde vie à l'Ouest, dans le cadre de laquelle il fut entendu qu'ils servent divers intérêts fort opposés les uns des autres. Steller, homme sans principes moraux, s'en accommoda sans aucune difficulté. Il sait ainsi qu'il devint un agent double. Steller continua à changer de partenaire amoureux et il ne s'inquiéta jamais de savoir ce que devinrent ses enfants, restés en Allemagne de l'Est. Wagner Steller vit aujourd'hui dans un appartement connu de la banlieue chic de Budapest en Hongrie. Plus récemment, l'ex-cadre des services secrets français, Maurice Dufraisse, qui publia ses mémoires sous le nom de Pierre Cérami, explique avoir toujours eu la passion de son métier et regrettait de ne plus pouvoir l'exercer, après avoir pourtant admis que bien des tâches dont il a eu s'affranchir étaient non seulement plus que contestables du point de vue de la morale, mais en plus servaient parfois les intérêts personnels de quelques membres peu scrupuleux de l'élite dirigeante de son pays. Un peu plus tard, Dufraisse réitéra lorsqu'il expliqua à un autre journaliste ce que avait été son travail ordinaire à la DGSE. Nous sommes le KGB français. Puis peu après, j'ai la passion de ce métier. Quelque choquantes et puissantes puissent paraître ces déclarations de Maurice Dufraisse, il n'en reste pas moins que par sa franchise exceptionnellement rencontrée dans le monde des services secrets, à quelques détails d'ordre technique près, cet homme a l'immense mérite d'avoir rapporté quelques-unes de ces vérités sur le quotidien des services secrets que tous les autres ne sont toujours refusés à présenter, à expliquer. Nous devons nous attarder sur une chose très intéressante dans les déclarations de ce cadre des services secrets français. Chaque fois qu'on lui demande d'expliquer pourquoi il a servi les services secrets français durant 25 ans, en dépit d'avoir eu à endurer des situations, une ambiance générale qui clairement lui répugnait, il ne brandit pas l'argument du patriotisme, ni même celui des services de la raison d'État. Il dit avec une extraordinaire franchise qu'il ne laisse aucune place au doute, qu'il était juste passionné par ce qu'il faisait.
Mais il y a plus étonnant. Lorsque les bolcheviks prirent le pouvoir en Russie en 1917, ils investirent évidemment les locaux des services secrets du tsar, l'Okhrana. Contre toute attente, ils exécutèrent ni non-prisonniers, ni même se congédièrent les employés de ce service d'espionnage qui avait pourtant été l'un de leurs plus redoutables adversaires en Russie. Les bolcheviks gardèrent tel quel l'Okhrana avec tous ses employés et mirent ces derniers au service du nouveau pouvoir communiste, après avoir simplement changé le nom de ses services secrets pour Tchéka. En effet, il avait bien vite compris que les agents secrets de l'Okhrana n'étaient animés par aucune forme d'engagement politique particulière. Ils faisaient juste un travail pour lequel beaucoup d'entre eux se passionnèrent sincèrement. En 1945, lorsque l'Allemagne nazie était proche d'être vaincue, le général Reinhard Gehlen, un des cadres les plus importants de ces services secrets, la la SD, offrit spontanément des services secrets aux Américains. L'OSS, Office of Strategic Service, ancêtre de la CIA, considéra sérieusement la proposition de Reinhard Gehlen parce que ce dernier détenait énormément d'informations sur sur les activités des services secrets soviétiques en Europe, lesquels convoitèrent des nombreux territoires que les Allemands étaient en train de perdre. Gehlen fut éminemment aux États-Unis pour y être débriefé avec le statut de prisonnier de guerre. Toutefois, seulement un an plus tard, en 1946, Gehlen fut rapatrié par un avion dans l'Allemagne libérée du joug du nazisme. Et là, les services secrets américains lui confèrent la création des services secrets de la nouvelle Allemagne de l'Ouest. Reinhard Gehlen conserva son poste de chef des services secrets allemands jusqu'en 1968. Le lecteur a peut-être compris dès la lecture des chapitres consacrés au recrutement et à la vie privée, professionnelle des employés des agents des services secrets que la notion de patriotisme n'est pas aussi importante qu'il l'avait peut-être cru. La justification de ce surprenant patriotisme, de ce surprenant constat, doit tout d'abord au fait que tous les pays sont sujets à des changements d'orientation politique et de dirigeants au cours de leur histoire. Il en résulte que ce qui est prioritairement attendu d'un employé ou d'un agent des services secrets est l'obéissance. Une obéissance aveugle aux ordres, quelle que soit la nature de ceux-ci, quelles que soient les opinions politiques de celui qui les donne. Le patriotisme et tout son cortège de symboles et drapeaux sont bien présentés comme prétexte à ces obéissances et fidélités, mais l'idéologie et le mythe qu'ils véhiculent sont appelés à changer au fil du temps. Cela a été particulièrement flagrant dans quelques pays d'Europe de l'Ouest, où le drapeau bleu étoilé de la communauté européenne a pris de plus en plus d'importance à côté des drapeaux nationaux. Cela a été encore plus flagrant en Russie, lorsque les cadres et les agents du KGB ont dû s'accommoder d'un changement de régime politique total. Et c'est aujourd'hui un ex-cadre et un ex-homme de confiance du KGB soviétique, Vladimir Poutine, qui est le chef de la Fédération de Russie. On remarque tout de même que l'étoile rouge est toujours bien présentée sur certains monuments russes iconiques au motif de la préservation du patrimoine historique. Et les non-initiés n'y sont jamais. Tous les agents et contacts du KGB à l'étranger qui furent
recrutés durant l'époque de la guerre froide, continuent aujourd'hui de servir son successeur, le SVR. Peu importe l'idéologie politique qui avait précipité la volonté de collaboration de tous ces agents, puisqu'ils sont désormais tenus par un nouveau chantage qui s'est mis en place de lui-même. Les agents secrets d'aujourd'hui sont bien les mêmes que ceux d'autant, et rien n'indique que cela changera. Bien au contraire, depuis l'introduction de la privatisation des services secrets, puisque nous avons parlé d'armées et de soldats pour mettre une similitude en évidence, nous avons pour bonne raison de continuer à le faire en évoquant le même privatisation des armées pour organiser des coups d'État dans quelques pays d'Afrique. Le KGB avait recruté des mercenaires cubains depuis quelques années. Les États-Unis, la CIA plus exactement, ont créé des armées de mercenaires dont les états-majors sont des sociétés privées, même pas forcément américaines. D'autres pays en sont en train de faire la même chose, tant avec des agents secrets qu'avec les soldats. En 2004, l'ex-conseiller auprès de la Maison-Blanche et stratège Zbigniew Brzezinski avait mis un avis sur cette récente évolution qui va être prise en considération. Sous peu, l'Union européenne et peut-être même les États-Unis pourraient bien ne plus avoir d'autre choix que de revenir à la politique de recrutement qui prévalait dans les affaires militaires avant l'ère des États-nations, avec la notion de citoyen-soldat basée sur la conscription, dont la première manifestation fut la levée en masse de la Révolution française, qui en est actuellement en train d'être remplacée par les militaires professionnels ayant de hautes connaissances techniques. Les États les plus développés pourraient avoir à s'en remettre de plus en plus à des immigrants faits mercenaires. Depuis que le faveur national n'est plus l'ingrédient déterminant de l'esprit combatif, les armées professionnelles des pays les plus riches peuvent bien de plus en plus être composées de recrues hautement entraînés venant des tiers-mondes, et dont la loyauté étendue n'ira pas plus loin que le prochain chèque du fin du mois. Zbigniew Brzezinski semblait se lamenter d'une disparition de la combativité motivée par le seul patriotisme, mais doit-on en tenir pour seul responsable le citoyen, puisque l'on constate de plus en plus souvent et partout un manque de sincérité, un attachement aux valeurs morales des élites politiques qui prétendent lui montrer la voie. Pire, ces élites manifestent régulièrement un certain cynisme, de plus en plus souvent ouvert, comme un signe de despotisme revendiqué envers les populations qu'elles veulent diriger. Il ne leur reste que la manipulation des masses pour stimuler l'attachement au pays par la présentation d'un ennemi menaçant l'autre, procédant ainsi de la stimulation du besoin d'appartenance. L'ennemi, en effet, aide à faire disparaître l'identité nationale. Plus significative que le fut la fin de la guerre froide, c'est l'émergence de théories et de programmes parlant du multiculturalisme et de diversité qui a encouragé des masses à s'identifier non pas à leur nation, mais à des groupes sous-nationaux. Sexe, origine, catégorie sociale, etc., réunissent des individus ayant les mêmes origines ou s'identifier à des citoyens du monde ou de continent, et ce sont les élites elles-mêmes qui encouragent de tels sentiments. C'est particulièrement vrai dans les pays de la communauté européenne, où les masses sont désormais invitées à comprendre que leur identité et emblèmes nationaux ont un sens qui doit être relativisé. De plus,
Dans un monde incontestablement globalisé, les leaders de l'économie, également leaders d'opinion, adoptent des visions et des points de vue internationalistes, tandis que les élites culturelles se présentent et se perçoivent sincèrement de plus en plus souvent comme des citoyens du monde, euh, cellules d'une humanité prise dans son ensemble. De point de vue de ces mêmes élites culturelles, l'identité nationale est perçue comme un concept absurde. Quelques-uns de ces représentants sont allés jusqu'à dénoncer la fierté nationale comme moralement dangereuse. C'est à faire la promotion d'un nouveau concept abstrait nommé humanisme démocratique. Il s'agit bien indiscutablement d'une action de propagande dont la visée réelle de ceux qui la diffusent ignorent eux-mêmes et la désolation de l'identité nationale de pays devant être conquis par les plus puissants. L'astuce n'est pas nouvelle ni secrète. On peut comprendre comment elle fonctionne sincèrement en relisant un cours sur la subversion, aussi intellectuellement abordable qu'Astérix, la zizanie. Voyons quel est le tableau général des services secrets en 2013 et de la guerre que ceux-ci se livrent par-dessus la tête des populations et plus exactement sous leurs pieds de point de vue des agents secrets. Les États-Unis, généralement présentés comme les pays les plus forts en matière d'espionnage, et surtout en vérité le plus fort aux moyens technologiques, bien que les services secrets de ce pays utilisent exactement les mêmes méthodes que les autres pour manager leurs ressources humaines. Le béhaviorisme, initié par le chercheur russe Ivan Pavlov, il se trouve cependant moins habile que leurs concurrents sur cet autre terrain. Cela tient principalement au fait que le discours américain repose sur l'appel à la raison, auquel le cerveau de l'homme est moins sensible à celui de la passion, largement utilisé par les ennemis des États-Unis et de son idéal de liberté et de réussite sociale et individuelle. Aussi, il faut bien le dire, l'image, les valeurs, le mode de vie qui prévalent dans ce pays ont été durant ces dernières années affectés par une évolution de la société et de l'économie à l'échelle mondiale qui se caractérise par un chômage grandissant et un fossé qui se creuse désormais sans cesse entre les revenus les plus faibles et les plus élevés, avec un chômage aux États-Unis qui atteint la barre de 10% au niveau de vie moyen, qui tend à appauvrir, et globalement une société qui tend à ressembler de plus en plus à celle d'autres pays où l'intelligence domestique, ça veut dire l'espionnage de la population, a été traditionnellement plus contraignante pour la population. Ce pays tend à séduire de moins en moins les masses éprise de liberté et de bien-être. Il y a d'ailleurs ironiquement une mentalité croissante dans ce pays et au moins ce service secret et de service de l'immigration en particulier qui présente les étrangers migrants attirés par la vision américaine de l'existence comme des simples opportunistes. Cela ne croiserait donc plus eux-mêmes ont la force de l'image qu'ils ont su construire au cours du siècle passé. À ce dernier égard, on voit bien que d'autres pays sont en train de précipiter sur cette place de phare de la société mondiale qui semble se libérer. La Chine en particulier, quelques pays arabes construisent des beaux quartiers avec des hauts tours de verre et d'acier et de nombreuses offrent d'attractives opportunités et des niveaux de vie très élevés aux travailleurs qualifiés et aux jeunes universitaires, tandis que les États-Unis continuent de s'enliser dans une paranoïa stigmatisée par l'espionnite et la peur du terrorisme.
La Russie est restée la grande rivale des États-Unis par-delà la fin de la guerre froide. Elle prend les âmes de ses alliés plutôt qu'elle cherche vraiment à conquérir leur cœur, comme elle le faisait par le passé. La Russie n'a aucunement renoncé à ses ambitions hégémoniques planétaires, comme d'ailleurs les États-Unis. On peut dire que c'est dans sa nature, que par conséquent, elle ne s'en débarrassera jamais, peu importe la dictature ou l'apparence de la démocratie. Les services secrets russes sont bien conscients qu'ils ne parviendront pas de sitôt à seulement rivaliser technologiquement avec ceux des États-Unis. C'est pourquoi ils misent tout sur les ressources humaines. La grande transformation des méthodes des services secrets russes consiste en une dilution du schéma classique de la chaîne et des rôles de l'activité et de l'espionnage à l'étranger. L'agent secret russe est désormais riche, ce qui lui donne un pouvoir de séduction considérable auprès de ceux qu'il cherche à recruter. Il invite les membres des élites politiques, industrielles, scientifiques, culturelles, sportives à d'effectueuses soirées dans sa somptueuse villa ou sur son yacht, offre des cadeaux et des opportunités, organisation de rencontres avec des responsabilités, aussi avec des belles femmes. Mais tout cela ne vise que la promotion sur place, puisque personne ne veut aller refaire une nouvelle vie en Russie. Il fait toujours froid, au propre comme au figuré. Et puis les services secrets russes ont pris en otage les mafias de leur pays pour les restructurer et les mettre au service de l'action clandestine, comme d'ailleurs tous les services secrets. Les services secrets des pays européens demeurent tiraillés, pour ne pas dire déchirés. Nous l'avons déjà dit, entre les deux géants de l'espionnage, ils n'ont pas le choix. En tout cas, pas celui de l'indépendance. Depuis longtemps déjà, ni les services secrets américains ni les Russes ne veulent que les populations puissent dénoncer cette insupportable situation. Dans le climat de schizophrénie générale qui a été décrit au début de cet ouvrage, l'Europe est toujours le même enjeu géopolitique qu'elle a été à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les États arabes, ceux du continent africain, ceux des Amériques latines et centrales, comme ceux d'Océanie, connaissent le même sort. Le Canada est bien sûr inclus dans cette liste. Les services secrets chinois, aussi puissants qu'ils pourront le devenir, sont condamnés à voir leur pouvoir se heurter au mur infranchissable de l'identité culturelle et de la race de leur pays. Leur objectif géopolitique plausible ne s'étendent pas au-delà de la chaîne de l'Himalaya à l'ouest et de la Mongolie et de la Sibérie au nord, du Japon à l'est et des Philippines au sud, éventuellement de l'Indonésie. Tous les agents occidentaux que les Chinois parviendront à recruter ne se montrent toujours peu fiables. Un mot sur ce que tous les services secrets appellent désormais les zones grises, mais dont le lecteur sait probablement fort peu de choses. On peut sommairement décrire une zone grise comme une région, voire un pays tout entier, où aucun de plus pays fort qui s'oppose n'a pu établir sa domination, au moins en matière d'influence. Peut également être considérée comme une zone grise. Une grande entreprise multinationale dans ces zones cohabitent littéralement les agents secrets de ces pays. On peut dire, peut encore simplifier l'explication que c'est à qui parviendrait à corrompre l'autre. Du point de vue des agents des services secrets qui agissent dans une zone grise, les conditions du travail sont aussi pénibles que dangereuses, car ils doivent s'y protéger à la fois des services de contre-espionnage du pays où ils se trouvent et qui cherchent également à en faire des agents doubles, et des multiples et recrutements tentatives et récurrentes tentatives de compromission par les services des secrets
adverses qui cherchent eux aussi à les identifier. Il en résulte que les zones grises sont les endroits où l'on rencontre une forte concentration d'agents doubles, même d'agents triples. De point de vue des cadres du contre-espionnage et de ceux du contre-espionnage offensif en particulier, les zones grises sont la source de véritables casse-têtes où il peut être extrêmement difficile de déterminer qui est qui est au service de qui. Rares sont les agents qui sortent indemnes d'un séjour de plusieurs années dans une zone grise. Beaucoup meurent prématurément de maladies diverses sur place ou peu après être revenus dans leur pays. Les plus chanceux finissent leur existence dans une grande précarité. De point de vue des autorités de ces régions et pays, être une zone grise est vécu comme un enfer. Les fonctionnaires, les élus, ils sont fréquemment corrompus ou doivent constamment anticiper les tentatives de compromission qui se présentent sous les apparences les plus innocentes. L'Autriche a été la plus célèbre zone grise de la guerre froide. On trouvait alors à Vienne la plus grande concentration d'agents secrets étrangers au monde par kilomètre carré. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, n'en déplaise aux Canadiens, on peut dire que la province de Québec est le nouveau détenteur de ce record. On trouve ensuite pêle-mêle l'État américain de la Louisiane et les îles Caraïbes, en particulier Haïti, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et les îles Caïmans, le Liban, la plupart des anciennes républiques de pacte de Varsovie, Estonie, Lituanie, les pays de l'ex-Yougoslavie en particulier, sont actuellement menacés par la maladie de la zone grise. La Suisse normande, Londres, capitale de l'Angleterre, l'État de la Floride, celui de la Californie, aux États-Unis, en Hollywood en particulier, quelques petits pays de la péninsule arabique. Mention spéciale pour les immeubles du bureau de l'ONU, plus particulièrement l'UNESCO, depuis sa création, où il y a probablement plus d'espions, de contacts d'informateurs divers que d'employés ordinaires. Même remarque pour l'OCDE. Il n'est pas possible de nommer les entreprises multinationales contaminées par le multiple conflit d'intérêts sans porter atteinte à leur image et réputation. C'est pourquoi le lecteur devra se fier aux indices suivants pour tenter de les reconnaître. Les dirigeants de multiples nationalités, des recrutements d'employés et de cadres de toutes les nationalités, y compris de ressortissants de pays connus pour leur fort antagonisme. Les pouvoirs exécutifs de tous les infortunés acteurs qui ont été nommés dans ce dernier chapitre ont de plus en plus de mal à justifier ce que leur population perçoivent, de plus en plus elles aussi, comme d'inexplicables égarements. Dirigeants et gouvernements de gauche prônant les politiques de droite et l'exact inverse. Il existe des pays dans lesquels le pouvoir politique exerce naturellement et démocratiquement un grand pouvoir sur les services secrets, puisque ceux-ci sont en principe et par décret constitutionnel un service secret administratif placé sous l'autorité du gouvernement et le plus souvent sous les ordres directs et exclusifs du chef de l'État. Il existe des pays dans lesquels les services secrets sont progressivement devenus le pouvoir central, jamais officiellement bien sûr. Il existe des pays dans lesquels c'est l'armée qui exerce le pouvoir exécutif, parfois officiellement, parfois non. Un leader de façade est présenté à la population dans ce dernier cas. Dans les deux cas, l'armée exerce toujours plus facilement son pouvoir sur les services secrets que les civils élus par le peuple et qui n'ont aucune connaissance de certaines réalités de la politique et de l'économie et ne pourraient jamais le faire. Il existe enfin des pays qui sont non officiellement, mais bien réellement clandestinement, conviendraient donc mieux, dirigés par d'autres et plus puissants, auquel cas les services secrets
de ceux-ci ne sont guère que des extensions officielles de ceux du pays maître. L'histoire a rapporté la connaissance du grand public des exemples dans ce cas en Pologne, l'Allemagne de l'Est, en Hongrie, Tchécoslovaquie, etc. Tout pays dirigé par l'Union soviétique jusqu'en 1989-1991 dans le cadre du pacte de Varsovie. Dans de nombreux pays démocratiques, une nécessité toute naturelle vient régulièrement entacher d'ambiguïté les relations entre les services secrets et le pouvoir législatif et exécutif, en particulier celle de la mission de contre-espionnage et d'enquête de sécurité par les individus susceptibles d'être élus par le peuple, chancelier, président, premier ministre, ou d'être nommés par de hauts responsables par le gouvernement, ministère, directeur d'administration, car il n'a jamais exclu qu'une personne susceptible d'être appelée à exercer un jour de telles responsabilités, que ce soit rendu vulnérable à un chantage exercé par les services secrets étrangers, voire ait été un agent constant de ceux-ci. Lorsqu'une telle enquête est menée, qu'elle conclut à de forts soupçons favorables à la nomination à un poste élevé d'un individu, mais pas cependant à des preuves formelles et indiscutables, se pose alors le problème de la décision finale censée être prise par le pouvoir exécutif, car ce dernier peut estimer avoir un intérêt politique à supporter sa candidature. En retour, le pouvoir exécutif peut être amené à penser, pour diverses raisons, que ces services secrets ne souhaitent pas cautionner la candidature de cet individu par des motifs plus obscurs politiques en général. Ce rapport avec une possible affaire d'espionnage émerge alors une alternative dont les deux options peuvent chacune sembler mauvaises, sans qu'il soit possible de conclure de manière indiscutable lesquelles est en moins mauvaise que l'autre. Dans un tel cas, les services secrets peuvent choisir, au nom de la défense de l'intérêt national, de prendre une initiative que ne serait jamais validée par le pouvoir exécutif. C'est à la suite d'incidents de ce genre que les services secrets prennent officieusement le pouvoir dans un pays. À titre d'exemple récent assez représentatif de ce cas, il est arrivé dans un pays de l'Asie du Sud et que l'armée et donc les services secrets dans ce cas précis outrepassent ses pouvoirs pour démettre un premier ministre de ses fonctions pour en nommer un autre dans son choix. Par chance, si on peut dire, une large majorité de la population a approuvé ces actions et choix de l'armée. Un nouveau monde en gestation, mais le sentiment général est qu'il est en train de se récroqueviller. La religion sert désormais plus souvent des extrémismes vindicatifs que le rapprochement entre les individus et la paix. Les idéologies politiques fatiguées à géométrie variable sont en train de former une nouvelle génération de désabusés. Une chose apparaît que de manière maintenant certaine, les services secrets sont les pouvoirs exécutifs de demain. Ils le sont déjà dans bien des cas. George Well avait raison. George Well avait raison. C'est comme ça il finit le film. Enfin le livre. Vous avez vu un petit aperçu, voyez, loin de la propagande. Vous avez dans ce livre-là un petit aperçu des services secrets modernes et que c'est des gens sans foi ni loi. Ils se divisent en deux parties. Les cadres, là, voyez, et le reste, c'est des psychopathes,
des gens sans valeur, sans honneur, sans prêts à tout. Ils, font, ils appliquent les ordres sans morale, sans rien. Et on voit que de plus en plus les services secrets, que ce soit dans les pays dictatoriaux ou d'apparence démocratique, c'est eux qui ont le pouvoir. Regardez, je vous relis encore la dernière phrase. Une chose apparaît de manière maintenant certaine. Les services secrets sont les pouvoirs exécutifs de demain. Ils le sont déjà dans bien des cas. George Well avait raison.